Sur une courte période de temps, on peut faire des chiffres qui valent énormément le coup, je vais pas dire le contraire, mais mon fournisseur se braque et veut arrêter la collaboration avec moi. Donc là, concrètement, en décembre, fallait pas trop me parler. Bah, de toute façon, les États-Unis, c'est un peu la jungle. Il y a tellement de concurrence, mais après, si ça marche, les chiffres sont incroyables et c'est vraiment maintenant le marché que je privilégie. Donc là, on va essayer de tabler plus ou moins la même chose, hein, faire plus 50% sur l'année, ce qui me ferait arriver à 100 euros à la fin de l'année. Maintenant, sur Amazon, ça rigole zéro et que c'est vraiment très très pro, quoi. Salut Tom. Salut Seb. Écoute, merci d'avoir accepté de revenir sur la chaîne. Tu viens de finir ta troisième année pleine sur Amazon et de ce que j'ai compris, ça n'a pas été de tout repos. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire comment s'est passée ton année sur Amazon et est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Alors oui, effectivement, la troisième année n'a pas été de tout repos sur Amazon, mais je pense que j'imagine que c'est ce qui se passe à chaque fois que le business grandit. Donc je suis, on va dire, en demi-teinte. On pourra peut-être revenir en détail un peu plus par la suite. Est-ce que tu as identifié des choses qui ont pu freiner ton développement, ta croissance l'année dernière? Alors, moi, je suis assez exigeant avec moi-même, donc quand je dis en demi-teinte, ça pourrait porter un peu à confusion. C'est que c'est que j'ai fait quand même des bons chiffres. Je fais 450 000 sur l'année, mais c'est un peu loin de ce que j'avais en janvier 2024 en tête. Et comme il y a eu pas mal de choses qui m'ont bloqué au cours de l'année, effectivement, j'ai eu pas mal de petits freins, notamment au niveau de nouveaux produits que j'ai voulu lancer. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc là, en gros, j'avais 2 produits en vente sur plusieurs marketplaces l'année dernière. Et là, j'en ai toujours 2, alors que j'avais l'ambition d'en faire 5. Donc, je suis un peu loin de cet objectif. Et ça m'a énormément frustré, hein. Concrètement, ça m'a vraiment très frustré de ne pas pouvoir lancer ces nouveaux produits. Et voilà, donc là, ça arrive. Là, j'ai un nouveau produit qui arrive là, début d'année. Et ouais, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir lancer de nouveaux produits et pouvoir grandir à la vitesse à laquelle on veut. Bon, déjà, du coup, tu t'es maintenu de ce que j'ai l'impression. Ce qui est déjà pas mal dans le fond parce que voilà, les choses évoluent, la concurrence évolue, les marchés, les tendances, etc. Donc rien que le fait de se maintenir ou même je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur tes chiffres précis, mais le fait que tu aies commencé l'année avec 2 produits, tu finis au final avec 2 produits, même si c'est pas ce que tu avais prévu, c'est pas ce que tu espérais. Du coup, tu espérais en lancer 3 de plus ou 5 de plus? 3 de plus, donc arriver à 5 à la fin de l'année pour Noël 2024. Je comptais avoir 5 produits en tout lancés. Et voilà, ça a pris du retard. C'était quoi les causes? Alors j'imagine qu'elles étaient différentes en fonction des produits, mais on va dire une ou deux causes qui ont fait qu'il y a eu du retard sur ces lancements de produits. Ça s'est passé à quel niveau? Alors, je pense que la principale, c'est que j'ai pas été assez vigilant sur mon. Alors, il y en a une assez simple aussi, c'est que je suis très exigeant avec les produits que je sors. C'est que on va m'envoyer un échantillon et si pour moi c'est pas carré, donc je vais demander un deuxième échantillon et le process est quand même assez long, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un nouvel échantillon, on rajoute facilement un mois de plus au process, donc ça prend du temps. Et donc ça vient de moi et je pense que c'est pas forcément un défaut en soi. C'est mieux d'avoir un produit nickel au final plutôt qu'un produit bancal qui va pas marcher. Et l'autre problème, c'est que j'ai été un peu laxiste sur un de mes fournisseurs pour un de mes produits, où justement on avait vraiment entamé le process, on était très avancé. Bah, j'avais fait les échantillons, la production était partie, donc du coup on avait fait l'inspection qualité avant l'envoi aux entrepôts Amazon. L'inspection n'est absolument pas satisfaisante. Alors, concrètement, il y a beaucoup trop de produits qui sont défectueux au final. Donc moi je reste dans une optique pour améliorer les choses, pour voir avec mon fournisseur ce qu'on peut faire, parce qu'à moi, à ce stade-là, voilà, j'essaie de trouver une solution, mais mon fournisseur se braque et prend très mal le fait que je lui dise qu'il y a certains produits qui sont défectueux et veut arrêter la collaboration avec moi. Donc D'accord. quand on est voilà, donc là concrètement, quand on a déjà lancé, quand on a déjà mis 5 000 € sur la table pour les premiers déposits, et qu'on te dit ça et que toi dans un mois t'as en tête que c'est déjà sur Amazon, bon, ça fait un petit coup au moral. C'est aussi pour ça qu'on fait une inspection qualité, parce que forcément, si elles étaient toutes 5 étoiles, aucun problème tout le temps, on se dirait, bon, il n'y a peut-être pas vraiment besoin d'en faire une. Il y a beaucoup de gens qui essayent un petit peu voilà, de prendre des raccourcis sur cette étape-là. Ça m'a un peu vacciné, hein. Ça m'a un peu vacciné sur le fait d'être gentil avec les fournisseurs, sur dire ok ça va bien se passer,
les samples sont ok, là peut-être l'inspection qualité n'est pas nécessaire. Bon, même si j'avais pas ce raisonnement-là à la base. Là, je peux dire que maintenant c'est une étape obligatoire et que quoi qu'il arrive, même pour les fournisseurs que j'ai depuis un moment déjà, maintenant c'est une étape que je néglige absolument pas. Ouais, je pense que tu as raison, je fais la même chose que toi. Ça vaut pas le coup en fait, c'est-à-dire que les risques et les conséquences sont beaucoup trop importants pour économiser en fait quelques jours d'une inspection de qualité et quelques centaines d'euros. Donc je Ouais, non, pense mais que la marge en plus c'est absolument pas impacté. Au final, sur un produit, je sais pas, ça dépend de quel produit, mais ça te run ta marge de 30 centimes. Bon, c'est pas ça qui va faire la réussite de ton produit, alors que les conséquences peuvent être désastreuses. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger et faire à chaque fois. et du coup, ça s'est fini comment avec ce fameux fournisseur pour lequel le contrôle qualité s'est pas passé? Tu avais déjà déposé la caution, on va dire, ou le premier acompte. J'imagine que tu l'as récupéré quand même et ça s'en est fini Ouais, là et c'est tout. ça s'est plutôt bien fini, étant donné qu'on a discuté sur la plateforme Alibaba et que concrètement, ça s'est vu que c'était mon. Après, c'est mon point de vue, donc après, on peut dire que c'est un peu biaisé, mais en tout cas, il y avait les preuves écrites comme quoi le côté non professionnel était plutôt du côté de mon fournisseur. Et de par un litige ouvert par la suite, il n'y a eu aucun problème pour que je me fasse rembourser l'intégralité de ce que j'avais D'accord. dépensé, donc c'est-à-dire mon premier dépôt. Bon, après, ça prend du temps. J'ai quand même perdu 4 mois. Il y a une charge mentale associée à ça qui fait que Bien bon, sûr. c'est pas forcément super agréable. Après, j'ai perdu peut-être 500, 600 euros dans l'opération. Mais sur un business, c'est rien, quoi. C'est plus pour le fait d'avoir perdu 4 mois et ce que ça coûte de se lever le matin et de se dire, bon, on va devoir gérer ça. C'est pas forcément super agréable. Mais bon, C'est sûr. avec le recul, C'est sûr. ça va. Mais financièrement, au moins, tu as pu récupérer tes billes. Et Hmm, aujourd'hui, je ne sais pas si du coup tu sources ce même produit avec un autre fournisseur, mais en tout cas, exactement. c'est l'avantage aussi de passer par Alibaba. Il y a cette couche de protection supplémentaire qu'on n'aurait pas si on était, bah, si tu étais passé en dehors de la plateforme. Je pense que ça aurait été assez différent. Ouais, donc là, non, franchement, Alibaba, il n'y a aucun problème. Donc, si on peut tirer une leçon pour les gens, ouais, franchement, passer par Alibaba pour faire tous les paiements, parce que même des fois, le fournisseur, je suis tombé sur certains fournisseurs qui veulent sortir d'Alibaba pour faire les dépôts d'argent. Donc non, restez carré, payez via Alibaba, et que normalement, s'il y a un litige et que vous êtes dans votre bon droit, il y aura aucun problème, quoi. Surtout pour les nouveaux fournisseurs, parce que Hmm. c'est quand même risqué, et même si parfois on a un bon feeling, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite, donc ça vaut pas le coup, quoi. Et je voulais aussi te poser une question un petit peu plus globale. Tu as quand même fait une bonne année, Cool. tu nous as lâché un chiffre tout à l'heure. Au global, ça peut être un détail, ça peut être vraiment quelque chose de très macro. Quelle a été ta plus grande satisfaction cette année sur Amazon? Bah alors, novembre, décembre, les ventes en novembre et décembre sur Amazon, hein. En fait, j'aurais dit, si on aurait fait le même interview allez, fin octobre, j'aurais dit que je fais une mauvaise année. Avec une nouvelle qui arrive, je peux dire que mon année est correcte. Voilà. On Ok, en peut toujours plus, mais avec ce qui s'est passé et les ventes à Noël, je peux dire que c'est correct. Mon année reste bonne parce que j'avais en tête de faire des chiffres moins importants que l'année dernière à la même période. Donc, en 2024, novembre-décembre, j'avais fait 190 000 euros, à 1 ou 2 000 euros près. Là, j'ai fait 210 000, donc j'aurais signé directement, hein. Et donc, c'est vraiment la satisfaction de l'année. Ouais. parce que pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu la première interview de Tom, il a un business qui est quand même très saisonnier, je pense qu'on peut dire, et Oui, écoute, avec des très, très, produits trop peut-être. qui explosent pendant la période des fêtes. Tu fais 50% en fait de ton chiffre pendant le Q4, quoi. C'est ça, c'est 45%, 50% pendant cette période. Donc là, concrètement, en décembre, fallait pas trop me parler. C'était vraiment la période où, avec les fêtes qui sont passées, c'est plus tranquille, ça revient sur un rythme un peu plus normal. Donc on travaille sur la suite, mais ouais, effectivement, c'est assez intense en novembre et décembre, et c'est la rançon des produits saisonniers, hein. Donc ça peut être vraiment Bien sûr. une grosse réussite à ce moment-là, mais effectivement, si on loupe cette période-là, ça peut être dramatique, quoi. Surtout que tu prends un gros risque quand même au niveau inventaire. Tu as beaucoup de stock, j'imagine. Tu fais tes commandes en été, et puis ça arrive septembre, octobre, novembre dans les entrepôts d'Amazon. Et ensuite, bah, tu as quelques dizaines, peut-être même centaines de milliers d'euros d'inventaire, et bah, faut les vendre en fait, faut que ça parte. Faut pas qu'il y ait de problème à Ouais. ce moment-là, quoi. Bah effectivement, il y a Amazon aux États-Unis en ce moment avec
les réceptions de livraison, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais ça a été un peu un enfer. Moi, j'ai même anticipé par rapport à l'année d'avant sur les délais de livraison. Donc moi, concrètement, en septembre, c'était prêt pour partir aux États-Unis. C'est un mois. Hein. Normalement, c'est un mois pour arriver de l'entrepôt en Chine aux États-Unis. En décembre, il n'y avait pas toute la marchandise qui était arrivée. Donc quand on voit notre stock s'épuiser et de se dire qu'on a encore 1000 unités qui arrivent et qui est toujours pas réceptionné par Amazon et que le chiffre il doit se faire là, bon, Ouais, tu peux pas les vendre en février ou en mars. Enfin, si tu peux les vendre, mais à une fréquence le beaucoup plus débit est faible. beaucoup plus faible. Ouais. Bah en fait, c'est le problème des produits saisonniers, c'est que sur une courte période de temps, on peut faire des chiffres qui valent énormément le coup. Je vais pas dire le contraire parce que qui aujourd'hui me permet de gagner ma vie sur Amazon. Mais au niveau, il faut savoir qu'au niveau, t'as encore moins le droit à l'erreur qu'un produit evergreen. Il faut que la frappe soit chirurgicale, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, si vous avez un produit saisonnier, prenez vos dispositions bien à l'avance. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma commande en août, auprès de mon fournisseur cette année, début août. Cette année, je vais faire début juillet. Hein. Je vais prendre aucun risque, ça va être début juillet. Parce que ouais, ça peut me mettre vraiment en grosse difficulté si je loupe les 2 derniers mois de l'année, parce que tu as beaucoup de cash flow qui est immobilisé si jamais j'arrive pas à écouler mes stocks. Donc au final, ça s'est bien passé. Hein. Même s'il y a une dose de stress bon, assez importante en novembre et décembre pour gérer tout ça avec les problèmes à droite à gauche, ça s'est bien passé, mais il faut garder en tête que à un moment donné, si jamais il y a un petit problème de Bien sûr, logistique, ouais. bah ça va pas le faire quoi. Et du coup, vu qu'on on parle de tes résultats, je voulais te demander déjà plusieurs choses par rapport à tes résultats que tu as eus, surtout en fin d'année. Là-dessus, tu arrivais à marger à combien? Et est-ce que tu vois une grosse différence entre États-Unis et tes ventes en Europe? Alors, déjà, je marche beaucoup mieux en novembre et décembre. C'est que parce que comme ça se vend, les produits saisonniers se vendent tout seuls, on est beaucoup moins dépendant du PPC, ce qui fait que ça rogne pas du tout la marge. Peut-être contre-intuitif si on connaît pas, mais normalement à cette période-là de l'année, le PPC on n'en a pas forcément besoin. On a besoin pour la rampe de lancement pour arriver à cette période-là, mais quand on arrive à partir de mi-novembre, progressivement je vais baisser le PPC pour optimiser ma marge. Ce qui fait que la différence entre janvier, fin octobre, j'avais même un produit, hein, je peux le dire, aux États-Unis où je faisais carrément 0% de marge. Et sur le même produit, je faisais 20% pendant la période novembre-décembre. Donc au Et au moment où tu dis global, 0% de marge, en fait, c'est parce que tu étais, comme tu disais, dans la rampe de lancement pour le Q4, en train de le positionner en fait de manière organique pour qu'ensuite les ventes arrivent novembre-décembre, quoi. c'est ça, donc c'est un peu frustrant de faire 0% de marge toute l'année, mais je préférais prendre le risque de pas gagner d'argent toute l'année, mais rester dans un ranking correct pour le moment où je vais faire les ventes à la fin de l'année. Quand on est en juillet et qu'on voit à la fin du mois on a fait 0% de marge, pas super agréable, mais il faut toujours garder en tête qu'à la fin de l'année, le fait qu'on est positionné dans les premiers résultats de recherche, ça va être, Ça va on va récolter t'exploser. les fruits à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais, donc concrètement, je fais 2 fois plus de marge à la fin de l'année qu'au début, quoi. Est-ce que globalement, tu remarques une grosse différence de marge entre les États-Unis et l'Europe sur tes produits, sur tes boutiques globalement? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, le marché, il se comporte plus ou moins de la même façon sur mes produits, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc concrètement, alors oui, les marges seront différentes au final. Mais je veux dire, le ratio entre début d'année et fin d'année reste le même. Et on Ok. va dire en Europe, j'étais à 27-28% sur mes produits. Aux États-Unis, je suis plus entre 20 et 22. Parce que malgré tout, le volume est plus gros hein, aux États-Unis, mais la concurrence est quand même un peu plus élevée. Malgré tout, le PPC, on peut pas le couper complètement. Ce qui fait la différence entre les deux. Bah, de toute façon, les États-Unis, c'est un peu la jungle. Hein. Il y a tellement de concurrence, mais après, si ça marche, les chiffres sont incroyables et c'est vraiment maintenant le marché que je privilégie, c'est les États-Unis par rapport à l'Europe. Hein. Clairement, Ouais, c'est pour c'est les années qui arrivent, c'est focus US, hein. Vraiment. plus de risques, plus de prise de risque, ça c'est sûr, mais aussi pour une récompense qui est plus élevée, ça c'est certain. Ouais, mais je pense que je conseillerais pas forcément les États-Unis pour un vendeur Amazon qui se lance, parce que déjà on a besoin de plus cash flow, plus de cash flow pour se lancer. Les vendeurs sont vraiment très pros là-bas.
Je vois même sur mes produits, je trouve il y a quand même une différence en qualité de listing. Les concurrents sont beaucoup plus agressifs aux États-Unis, donc c'est plus Ouais. difficile de tirer l'épingle du jeu là-bas. Mais si ça marche, encore une fois, c'est banco quoi. De toute façon, les États-Unis, je pense que enfin, la plateforme américaine sur Amazon, c'est un petit peu le top du top. C'est là qu'il y a le plus d'argent à faire, c'est là qu'il y a les plus gros vendeurs de loin, et c'est là qu'il y a aussi le plus de concurrence des vendeurs chinois, de beaucoup de débutants du monde entier qui viennent vendre sur Amazon.com, là où ça va être beaucoup plus calme, entre guillemets, sur France, Italie, Espagne. L'Allemagne, bon, c'est quand même un petit peu plus Ouais, agressif. ça reste Euh, un gros marché l'Allemagne, effectivement. Ouais. et le Royaume-Uni, de par la langue en fait qui est comprise par tout le monde, les démarches administratives un petit peu plus faciles, il y a quand même plus de monde au Royaume-Uni, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que sur les petites marketplaces européennes, je pense que c'est plus simple, effectivement, je te rejoins là-dessus pour se Non, lancer mais je pense que en débutant. je me semble que tu avais fait une vidéo à ce sujet entre États-Unis, vendre aux États-Unis ou vendre en Europe. Alors honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Pas de bonne réponse, ça dépend de chacun. Il faut aussi garder en tête que quand on se lance, commencer en France, c'est bien. C'est un marché le marché en France existe. Et Absolument. c'est quand même plus simple pour faire ces premières ventes-là plutôt qu'aux États-Unis. Même si ça fait briller, enfin, concrètement, ça fait rêver, hein, les chiffres qu'on voit là-bas. Mais pour se lancer, en Europe, c'est très bien, hein, et ça marchera très bien. Parce qu'il faut pas oublier que, par exemple, il y a la TVA déjà. Quand tu es en Union européenne, c'est pas facile. Donc, quand tu es un vendeur chinois, voilà, ça rajoute des barrières à l'entrée supplémentaires. Quand on doit vendre dans plusieurs langues, donc quand on doit vendre en français, en italien, en allemand, bah, déjà pour nous, encore une fois, Il y a c'est pas plus de forcément simple. complexité, hein. Ouais. Exactement. C'est plus. Et des fois, je pense que les vendeurs, ils se disent, non, mais bon, je vais pas me prendre la tête avec toutes ces galères administratives alors que les chiffres au global sont moins importants qu'aux États-Unis, donc ils vont directement là-bas. Et je pense qu'il fait qu'au final le marché reste un peu sous-exploité entre guillemets parce que c'est quand même énorme Amazon même en Europe. C'est quand même il y a plus de place quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Du coup, là, on a parlé un petit peu de comment ton année s'est déroulée, un petit peu ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné avec les lancements de produits qui ont pris plus de temps que prévu. Du coup, en 2025, euh, quel changement est-ce que tu vas essayer de mettre en place dans ton business, que ce soit au niveau de tes process, au niveau de comment tu gères, tu maintiens tes produits? Ouais, bah, j'ai pas mal d'idées hein, effectivement. Et on en avait un petit peu discuté auparavant parce qu'on est quand même un peu en contact de temps en temps. Et en fait, c'est au niveau déléguer de certaines tâches dans mon business. C'est que c'est gérable de gérer un business Amazon tout seul. À un moment donné, on arrive en fait, dans une journée, on a 24 heures. On peut pas être partout à la fois. Et quand on passe ces journées à gérer pas des problèmes, si des problèmes et des choses opérationnelles, bah, c'est un peu frustrant parce on peut pas se concentrer sur les tâches qui ont une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire lancer de nouveaux produits, la création de l'offre, etc., etc. Donc voilà, en 2025, je pense que ce qui devrait changer, là, je suis encore en période où je réfléchis comment m'organiser par rapport à ça, mais je pense que je vais travailler avec quelqu'un, tout simplement, où je pourrais déléguer certaines tâches pour pouvoir me libérer un certain temps de cerveau pour les tâches plus pas importantes, parce que tout est important, mais qui ont vraiment une valeur ajoutée pour ce qui est mon business, quoi. Ouais, les lancements de produits, par exemple, la conception de nouveaux produits, ce genre de choses, j'imagine, et puis tu vas déléguer tout ce qui va être plus vraiment opérationnel, tout ce qui va être Ouais, très facile à processiser, entre guillemets. ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, je fais tout seul, hein, c'est-à-dire que même les listings, je les fais entièrement moi-même, de la photo au montage des images du listing, à la gestion avec les fournisseurs. Enfin, je fais tout seul. Concrètement, tous les aspects du business, je le fais tout seul. Et c'est beaucoup de temps. Ouais, au début, je me disais que, mais en fait, peut-être 10 heures, 20 heures par semaine, si on pouvait gérer un business Amazon, ce qui est le cas jusqu'à un certain niveau. Quand on veut passer à l'étape supérieure, bah non, c'est plus possible. Aujourd'hui, tu vends sur combien de pays en tout? 5 en tout. Ouais, donc ça fait beaucoup, parce que mine de rien, c'est pas comme si tu avais 5 fois plus de produits, mais presque. Parce que il y a quand même pas mal de logistique à gérer, le fait que tu vendes aux US, en Europe, et quand même tu as un business qui est aux alentours de, tu disais 500K par an, plus ou moins. Ouais, c'est ça.
Donc je pense que là, ouais, t'arrives vraiment, en fait, tu tapes le plafond, tu peux tout faire tout seul, t'es au four et au moulin et ça passe si tu travailles, je sais pas combien tu travailles, est-ce que tu sais environ par semaine, tu fais 30 heures, 40, 45? C'est un temps plein, hein. Je suis à 35-40 heures, Ok, ce qui est tout à fait ok, hein. Et c'est plus dans la location de mes tâches dans ces 35 heures ouais, qui pose problème pour scaler. C'est-à-dire que sur les 35 heures, euh, ouais, c'est peut-être 20 heures d'opérationnel et 15 heures pour l'élaboration des nouveaux produits, la stratégie, quoi, la stratégie du business pour se voir comment ça va évoluer dans le futur. Donc c'est ça que j'aimerais me dégager un peu plus de temps. C'est peut-être l'opérationnel. On va pas pouvoir y échapper sur certains points, mais vraiment réduire cette part de choses qui est délégable dans l'absolu. Le ouais, service client, par exemple. ouais, en premier. Euh, ouais, en premier, le service client. Du coup, au-delà de ça, est-ce que tu as des objectifs précis, chiffrés, ou même pas chiffrés d'ailleurs, pour ton année en 2025? Oui, tout à fait. Donc du coup, je suis peut-être un peu plus conservateur cette année. C'était que l'année dernière, dans l'euphorie de comment s'est bien passé Noël, j'avais voulu faire x2 sur cette année. Donc j'avais en tête de faire 600 000 et j'ai fait que, entre guillemets, je mets des gros guillemets, 450 000 cette année. Donc une augmentation de 50%. Donc là, on va essayer de tabler plus ou moins la même chose, hein, faire plus 50% sur l'année, ce qui me ferait arriver à 650 000, 700 000 euros à la fin de l'année. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Bon, au pire, même si je suis trop ambitieux, c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut que je vois une croissance, que ce Je soit en pense chiffre que, d'affaires ou en termes de marge. enfin, d'après ce que tu me dis en tout cas, je pense qu'à mon avis, tu pourrais même faire plus, dans le sens où enfin, en 2024, du coup, tu as réussi à faire quand même plus 50% sans lancer un nouveau produit. Et l'année prochaine, du coup, tu vas en lancer, surtout si tu arrives à te dégager du temps. Tu parlais de 20 heures d'opérationnel par semaine, ce qui est à peu près cohérent avec la taille de ton business. Si tu arrives à te dégager rien que 10, 12 heures de ces 20 heures, d'un coup, tu vas avoir tellement plus de capacité, de temps pour Oui, bien aller sûr. trouver des nouveaux produits, les concevoir et les lancer. Donc je pense que si tu finis l'année prochaine avec, disons, allez, tu lances deux ou trois nouveaux produits et que tu arrives à maintenir tes produits actuels au niveau où ils sont, voire les augmenter, parce que avec l'historique de vente, les reviews, etc., au Ouais. final, c'est une boule de neige. Hein, c'est pas, surtout que si tu n'as pas un produit qui vraiment, on va dire, il y a une tendance qui s'effondre. Je pense pas que tu vendes des fidget spinners, donc je pense Non, que l'année prochaine, tu peux te surprendre avec un gros chiffre d'affaires. Ça m'étonnerait pas. c'est tout le mal que je me souhaite, hein. Je fais tout pour avoir En fait, je me fixe pas de limite dans l'absolu. Je me fixe pas de limite. J'essaye d'aller le plus haut possible. Mais voilà, si je dois dire un chiffre, si j'ai fait que plus 50% à la fin de l'année, ça sera, je pourrais quand C'est même ok, être quoi. satisfait. Mais ouais, j'ai pas de plafond. En vrai, si jamais je peux faire beaucoup plus, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Et en parlant de ça, justement, en parlant de vision, bon, c'est un petit peu différent, mais aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que tu vends sur Amazon. Quelle est ta vision un petit peu de la plateforme et comment est-ce que tu vois un petit peu les opportunités aujourd'hui sur Amazon et surtout aujourd'hui avec, avec ton œil de vendeur plus expérimenté par rapport à quand tu as commencé, quand tu lançais ton premier produit? En fait, je trouve déjà que la plateforme, elle s'est vachement professionnalisée, hein. Après, j'entends beaucoup parler les vendeurs, peut-être qui ont plus d'expérience comme toi, sur comment c'était peut-être en 2018, 2017, etc., où c'était beaucoup plus simple de se lancer. Moi, avec que 3 ans d'expérience, je vois quand même que maintenant sur Amazon, ça rigole zéro et que c'est vraiment très très pro, quoi. C'est le premier gros changement que j'ai vu, que c'est que si on veut se lancer aujourd'hui, euh, vraiment avoir en tête de faire ça comme un vrai professionnel et pas comme un job, un side hustle qu'on fait à côté. On verra si ça marche, on y va à tâtons. Non, c'est qu'il faut vraiment y aller à fond et avoir en tête qu'on est un vendeur professionnel Amazon et agir en tant que tel parce que honnêtement, je trouve que aujourd'hui, pour réussir, si on n'est pas pro, on va droit dans le mur, quoi. Donc, c'est vraiment la grosse différence que j'ai vue par rapport à mes débuts. Et après, sinon, pour trouver les nouvelles opportunités, en fait, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, hein, des nouvelles opportunités sur Amazon. C'est que je pense qu'encore une fois, les marchés ils sont là, on peut trouver des nouveaux produits, des niches un peu sous-exploitées, mais encore une fois, il faut y aller en étant très carré. C'est-à-dire que même si une niche sous-exploitée, on y va aujourd'hui et notre produit est bancal,
ça marchera pas. Alors que même encore il y a 3 ans, je pense que ça aurait pu marcher. Parce que la niche Je était toute pense, petite, mais maintenant c'est beaucoup plus dur, quoi. t'as dit produit bancal. Moi, je pense qu'un produit vraiment bancal, ça fait longtemps que sur Amazon, il a plus trop sa chance. À mon Bien avis, sûr, effectivement. j'en vois passer beaucoup des produits. Parfois, certains qui, justement, sont un peu, voilà, sont pas vraiment aboutis, on va dire. Non, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins sur vraiment la professionnalisation de la plateforme, des vendeurs aussi. Mais parfois, je vois quand même comment dire, des exceptions, des vendeurs, parfois chinois, parfois pas chinois, qui arrivent quand même Souvent à. chinois, quand même. Ouais, mais on voit qu'ils arrivent à, sans être professionnels, vraiment en coupant tous les coins qu'ils peuvent et vraiment en prenant tous les raccourcis possibles, arrivent encore à faire des cartons. Je me dis que le Amazon d'antan n'est pas encore tout à fait mort, mais c'est vrai que je pense que la vision et l'approche d'avoir, en fait, d'être professionnel et de se lancer vraiment en faisant les choses bien. Et je pense que c'est pour ça aussi, dans le fond, que ça t'a un petit peu ralenti l'année dernière. C'est parce que bah, tu voulais pas lancer un produit qui était bancal, tu voulais pas lancer un produit qui, en fait, allait lui donner une demi-chance. Et tu voulais lancer quelque chose qui était vraiment abouti, qui était bien fait. Voilà, toi, tu étais satisfait à 100%. Je pense que tous les vendeurs Amazon, on est un petit peu perfectionnistes. Ouais. Mais Il c'est faut, normal, il faut. c'est parce qu'en fait, une fois que les clients reçoivent le produit chez eux, quand il y a un détail qui ne va pas, quelque chose auquel voilà, on n'a pas pensé, un oubli, ça n'a pas été vérifié pendant contrôle qualité, Ah, bah, et c'est ils vont sûr, te le dire, hein. exactement. On n'a pas le droit à l'erreur là-dessus, et je pense que ce soit aux États-Unis, comme tu disais, aux États-Unis, vraiment, le droit à l'erreur, il est. En tout cas, on n'a pas le droit à l'erreur là-dessus, pas sur le produit, pas sur une fonctionnalité du produit, pas sur ça c'est, à mon avis, c'est impossible. Effectivement, ça prêtait peut-être un peu à confusion quand je disais bancal. C'est dans le sens où plutôt le terme est un peu fort. Bancal, on peut penser défectueux, mais un produit qui n'était pas parfait, je pense qu'il y avait plus de chances de succès il y a quelques années que maintenant. Aujourd'hui, il faut être vraiment irréprochable. Je te rejoins là-dessus. Et du coup, bon, c'est un petit peu sur le même thème. Selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un gros challenge que les vendeurs FBA doivent surmonter, quelque chose voilà, on s'y attendait pas forcément, au-delà peut-être du fait qu'il faut vraiment avoir un produit quali et travailler sur son offre. Bah, en fait, je peux pas être très original, ça va être dans la continuité de ce que je viens de dire, mais concrètement, on peut pas prendre ceux qui se lancent ne peuvent pas prendre peuvent pas prendre ce business à la légère. C'est qu'il y a eu beaucoup d'idées reçues comme quoi Amazon c'était facile à lancer, c'était simple, 5 heures, 10 heures par semaine, ça va suffire. Non, aujourd'hui, si vous vous lancez sur Amazon, vous êtes un vendeur Amazon professionnel. Dès le début, ça va vous demander du temps en argent, ça va vous demander de l'investissement, ça va prendre du temps sur vos week-ends si vous avez un job de salarié à côté. Et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est aujourd'hui, il faut y aller. Et c'est vraiment le conseil principal que je donnerais à un nouveau vendeur. C'est pas de se dire, bon, je vais voir, je vais lancer un produit, je vais voir comment ça se passe. Je vais faire ça peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là, travailler 5 heures par semaine et peut-être que ça va prendre. Moi, je peux le dire directement, ça ne marchera pas. Il faut investir du temps, y penser, réfléchir à tout pour aujourd'hui se donner les chances de réussir. De toute façon, si c'était trop simple, je pense que tout le monde le ferait déjà. Ouais, Euh, tout le monde aurait son petit side hustle. Moi, je fais 10K par mois sur Amazon, à côté c'est de mon ça. boulot, comme ça, en automatique, en passif, revenu passif. C'est ça, mais il n'y a rien de passif. Et au final, si on se donne les moyens, il y a vraiment, c'est vraiment un business fantastique, hein. Moi, ça fait 3 ans que je suis dedans, je compte pas arrêter. Donc ça en vaut le coup, mais il faut se donner vraiment les moyens d'atteindre ses objectifs et de réussir, quoi, parce que personne va venir vous chercher. Il faut aller chercher son succès sur Amazon, il faut aller le chercher soi-même, et ça viendra pas tout seul, quoi. Mais écoute, sur ces mots de sagesse, je pense on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Tom, pour ton retour d'expérience. Je te souhaite vraiment la meilleure année possible en 2025. De toute façon, on sera en contact dans le mastermind. Et puis, good luck. Bah, merci Seb, hein, et encore merci pour l'invitation. Salut, salut. Merci à toi. Ciao.